désenclavement de la région de Koulikoro, le président de la République lance les travaux de la nouvelle route Bamako-Koulikoro en 2 fois 2 voies et ceux du pont de Kayo. Plus de 84 milliards de francs CFA du budget national de la BOAD et des banques commerciales serviront à la réalisation de ces infrastructures tant attendues par les populations du Méguétan. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le lieu de faire le bilan des actions menées et celui qui nous intéresse ce soir concerne tout ce qui a été fait en faveur des personnes handicapées. Et c'est bel et bien parti pour la Biennale africaine de la photographie. L'événement avec comme thème Telling Time, compter ou raconter le temps, mobilise l'ensemble des professionnels du continent et d'ailleurs, c'est le premier ministre-chef du gouvernement, Modibo Keïta, qui a donné le top départ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est de retour à Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta rentre de New Delhi en Inde où il a pris part au sommet Inde-Afrique, 3e du genre. De nombreux partenariats ont été scellés et le Premier ministre indien a lui fortement montré son admiration pour la ville des 333 sans Tombouctou. À cet effet, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a invité le Premier ministre indien à effectuer une visite de travail au Mali. Le président de la République, à son retour ici à Bamako, il est au micro de Nyanya Aliou Traoré. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, vous le comprendrez aisément, mes premiers mots seront de reconnaissance à l'endroit du gouvernement indien, singulièrement du Premier ministre Narendra Modi. Tout a été fait pour que ce sommet soit une réussite parfaite, un grand succès. Et pour notre part, notre délégation a été reçue avec beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité et surtout beaucoup d'espoir en l'avenir, un avenir commun de coopération. Et cela, je crois, pour toute l'Afrique d'ailleurs. Une enveloppe de 10 milliards de dollars a été mise sur la table par le Premier ministre indien pour appuyer les économies africaines dans les années à venir. 50 000 bourses d'étudiants, pas moins, sont également offertes. Et j'ai eu le grand bonheur, me trouvant à Delhi, de recevoir une délégation d'étudiants maliens venus de Bangalore. Donc je crois tout le monde 3 heures d'avion pour venir me saluer. J'étais très sensible. Quand on sait qu'à Bangalore se trouve aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la Silicon Valley indienne, ça veut dire que ces jeunes-là se préparent à des métiers d'avenir très pointus. C'est la technologie de l'avenir, l'informatique notamment. Au-delà de cela, je voudrais dire que pour ce qui concerne notre pays, les engagements indiens déjà annoncés ont été approfondis de manière bilatérale et seront tenus, notamment la question de l'unité sécuritaire, qui est un volet assez important. Je pense que le ministre de l'Industrie était là pour ça, le ministre de l'Économie et des Finances, tous ceux qui m'ont accompagné avaient, avec leurs homologues, des projets déjà annoncés à approfondir et d'autres pistes nouvelles pour la coopération avec l'Inde. C'est un grand pays, un pays qui est aujourd'hui le 2e du monde en termes démographiques, et cela est très important. L'Inde est un sous-continent, que ce sous-continent ait eu aujourd'hui ce souci très prégnant de développer sa coopération avec l'Afrique est un signe de temps. Et je pense qu'il n'est pas indifférent de rappeler que l'Inde fait partie des BRICS. Ces pays émergents qui font le bonheur aujourd'hui, je pense que cette aide indienne annoncée à l'Afrique sera de bon usage et en tout cas est très très utile par rapport à nos ambitions respectives de développement de nos pays. Chacun y aura sa part selon les projets qui seront présentés et qui seront examinés. Et le Premier ministre Modi, avec lequel j'ai eu un entretien très utile, très 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 fructueux, m'a, de ce point de vue-là, rassuré. Son intérêt pour le Mali est évident. Je crois que lui, comme tout homme de culture, a entendu parler de notre famille Tombouctou. Et c'était au cœur de beaucoup de préoccupations là-bas, et je voudrais que chacun veuille y venir.
plaise au ciel que nous créions les conditions pour ce faire. Et il n'est pas impensable qu'un jour prochain, nous recevions le Premier ministre indien en visite au Mali et que l'État de Tombouctou s'impose à nous. Ce serait du bonheur de l'accueillir là-bas. En tous les cas, c'est au total un forum de bonne facture, bien réussi. Et évidemment, comme toujours, en marge d'un tel sommet, nous avons nos contacts bilatéraux avec nos pairs. Je rentre au pays satisfait pour ce qui a été fait là-bas, pour l'Afrique, entre l'Afrique et l'Inde, qui a une belle promesse d'avenir commun. Au dernier jour de son séjour à New Delhi, le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu tous les honneurs des patrons de grandes sociétés d'industries indiennes qui ont organisé un dîner pour lui rendre hommage pour son effort à la stabilisation du Mali, un tremplin pour les investissements et pour la fréquentation touristique. L'un de nos envoyés spéciaux à New Delhi, Sori Ibrahima Keïta. L'initiateur d'un dîner aussi spontané qu'il est dit, c'est lui. Monsieur Singh, c'est son nom, un des plus grands industriels de l'Inde. Il a, de son propre chef, réuni en sa résidence privée les patrons des plus grandes sociétés et industries de son pays pour témoigner de sa foi en le Mali via son président. Le nom de code de la trouvaille, le dîner de l'amitié et de la fraternité. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous. Des artistes de renom établis en Inde et un des sujets favoris d'Ibeka, les investisseurs et la destination Mali. Et là, le manteau présidentiel est vite troqué contre celui d'agent de marketing face à des investisseurs visiblement fascinés, charmés par le nouveau Mali qui profile à l'horizon. Et c'est un événement qui est offert par l'un des plus grands industriels indiens du moment et qui a rassemblé autour de lui les plus grands dirigeants des plus grandes sociétés indiennes aussi, opérant dans le monde entier. Et ils ont l'envie d'aller au Mali pour investir. Et donc ça a été une occasion pour eux d'approcher les autorités maliennes, en particulier le président de la République, et 6 ministres qui étaient là aujourd'hui, dont 3 qui opèrent dans des secteurs extrêmement stratégiques, comme l'énergie, comme les mines ou encore les télécoms. Et ce sont des secteurs qui intéressent énormément ces investisseurs indiens qu'on a rencontrés. Mais ça a aussi été une occasion pour nous d'intéresser ces investisseurs, ces grands investisseurs indiens à la destination Mali. Et je pense que la soirée a été une belle réussite. Inde, Mali, 2 vieux pays ont aujourd'hui tous les atouts, tous les ressorts pour prétendre à la modernité. Cette conviction est largement partagée par les initiateurs de la soirée et leurs hôtes. Le meilleur est devant nous, a martelé l'invité d'honneur. Si un peuple a cultivé la connaissance de soi étendue à l'autre, c'est bien ici en Inde. La chaleur humaine fabuleuse qui m'a accueilli, tous ces amis qui ont voulu faire des photos avec moi, président d'un pays africain qui vient en Inde dans le cadre d'un forum Inde-Afrique, cela fait chaud au cœur. L'Inde et le Mali partagent aussi des cultures, des traditions et certaines vérités générales, comme celle qui convient que la construction d'un poulailler est bien l'affaire de l'aviculteur, mais si positionné n'incombe qu'aux seuls occupants. Le président a déblayé le terrain. Ministres et opérateurs économiques sauront-ils garder le témoin d'un relais parti pour être une course de longue haleine? En prélude au sommet Inde-Afrique, les ministres du commerce d'Afrique et du sous-continent indien se sont retrouvés, eux, déjà le 23 octobre dernier à New Delhi, toujours pour échanger sur les opportunités d'affaires. À l'issue de la rencontre, l'Inde s'est engagée à accroître les échanges commerciaux avec l'Afrique à travers notamment le soutien au secteur coton et le flux des investissements. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, était présent. Il est au micro de nos envoyés spéciaux au Sidiki Dambélé et Tchédjé et Camara.
En prélude au sommet des chefs d'État Inde d'Afrique, les ministres en charge du commerce se sont réunis ici à New Delhi le 23 octobre pour faire le point de la coopération commerciale entre l'Inde et notre continent. Il a noté que les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique sont passés de 52 milliards de dollars en 2011 à près de 112 milliards de dollars en 2015. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette importante rencontre, c'est la possibilité désormais pour les pays les moins avancés d'accéder au marché indien. Et en effet, l'Inde vient d'exonérer au cordon douanier près de 98,5% des lignes tarifaires pour les produits importés des pays les moins avancés, dont le Mali. Et la deuxième décision qui concerne directement notre pays, c'est la reprise de l'assistance technique sur le coton. Et la reprise de l'assistance technique, en tout cas pour le Mali, parce que le Mali avait été exclu de cette assistance technique suite aux événements de mars 2012. Cette assistance technique est destinée à améliorer la compétitivité de notre coton sur le marché mondial. Comme vous le savez déjà, ce coton est confronté à de nombreuses difficultés. Et certains pays ayant fait le choix d'aider leurs cotonculteurs à travers des subventions internes, ce qui fausse carrément le jeu de la concurrence sur le marché international. Le président de la République de retour donc à Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait aujourd'hui le trajet Bamako-Koulikoro pour lancer les travaux de construction de la route Bamako-Koulikoro en deux fois deux voies et ceux du pont de Cayo. Des infrastructures qui coûteront plus de 84 milliards de francs CFA au budget national et à ses partenaires, la BOAD et les banques commerciales. Un vaste projet qui va permettre le désenclavement de la ville de Koulikoro et la cérémonie s'est déroulée à Cayo. La route Bamako-Koulikoro qui est impraticable vu son état de dégradation pour le président de la République doté. Le pays d'infrastructure est une des priorités du gouvernement pour le développement de nos localités. Ibrahim Boubacar Keïta appelle les entreprises à respecter le délai de 30 mois prévu pour la fin des travaux. Le président de la République au micro de Sira Bachili. C'est un grand jour pour Koulikoro, mais au-delà de Koulikoro, pour le pays. Vous savez le prix que le gouvernement et moi-même mettons à faire en sorte que notre pays commerce avec lui-même à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes un pays très enclavé, hyper enclavé. Et un tel pays n'a de chance de se développer qu'autant qu'il soit doté d'infrastructures internes et ouvertes sur l'extérieur également. Cette route de Koulikoro est devenu un cauchemar. C'est un cauchemar qu'on a vécu tous en venant ici aujourd'hui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rappelle pas nos modestes conditions d'humains, nous serons ici dans 2 ans et quelques mois pour inaugurer. Ce qui sera désormais une voie de fluidité entre Bamako, Koulikoro, Bamako-Stégou, en passant par Koulikoro également par Cayo. Et également pour nos parents qui viennent de l'intérieur, qui veulent aller à Banamba et feront l'économie d'un passage douloureux par Bamako. Donc c'est un ouvrage à multiples fonctions qui a été lancé aujourd'hui. Et je gage que avec l'engagement que j'ai vu entre le ministre et son équipe, ce pari sera tenu, Inch'Allah. C'est donc un bonheur absolu. On sait que la route est un signe de développement. Quel est le sens réel que vous donnez à des actions comme ça? Mais c'est une mission régalienne que le pays nous a confiée, que le peuple nous confie, qui a confiance en nous, qui sait que nous ferons tout pour le soulager dans toutes les pénibilités qu'il affronte aujourd'hui. C'est notre devoir, notre mission, et nous ferons cela avec le plus grand plaisir. Et nous serons vigilants quant à l'exécution correcte de ce qui a été promis et dans le délai requis et ce qui a été demandé aussi aujourd'hui
oser la route de Koulikoro-Bamako. Singulièrement ceux qui font profession de transport, de profession de sable et de gravier. Dans tous les pays du monde, ça se fait, mais on sécurise le transport en mettant des bâches appropriées pour couvrir l'objet qu'on transporte. Cela évite des dégâts causés à des tiers, des pare-brises qui explosent, et également aussi le poids à l'essieu qui doit être scrupuleusement respecté. Sinon, cette merveille ne durera que l'instant d'une rose. Imaginez, je ne souhaite pas. Je souhaite que ce soit vraiment une œuvre qui dure. Et elle peut durer si tout le monde joue le jeu. De la discipline élémentaire en société. Quand on vit en société, il y a des règles que chacun doit s'efforcer d'observer. La route est un bel objet, est un outil. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. En tout cas, le film complet de cette cérémonie de lancement de la nouvelle voie Bamako-Koulikoro dans nos éditions de demain. La construction donc de cette voie, de cette nouvelle voie, la route Bamako-Koulikoro, longue de 60 km, est bien accueillie par les populations de Moribabougou à Koulikoro. Elles sont sorties nombreuses pour manifester leur joie pour l'aménagement de cette route qui était devenu un calvaire. Nous vous proposons quelques séquences de ce bain de foule qu'a eu droit le président de la République. Des images qui nous ont été proposées par nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Sirabachili et Dembawan. Je vous le disais dans le titre, c'est bel et bien parti pour la 10e édition de la Biennale africaine de la photographie. L'événement signe son retour après 4 années d'absence, et cela suite aux événements que notre pays a connus. Le thème central de ce rendez-vous 2015 est intitulé Telling Time, qui veut dire compter le temps ou raconter le temps, une thématique qui invite les artistes photographes à interroger la notion de temps afin de proposer de nouvelles manières de penser le passé, débattre du présent et imaginer le futur. Les photographes professionnels du continent et d'ailleurs sont présents en nombre ici à Bamako, et c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Modibo Keïta, qui a lancé la biennale. Notre reporter Modibo Soiré a suivi pour nous. Voilà la première photographe de l'événement, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme fixant l'image du premier modèle du jour, le Premier ministre Modibo Keïta. Exercice symbolique qui marque le top départ de cette cérémonie d'ouverture de la 10e édition des rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photographie. Un signal fort pour le retour de cette fête de l'image qui regroupe depuis 1994 des professionnels de la photographie et autres acteurs évoluant dans le secteur. Durant 4 ans, les photographes nous ont interpellés sur la date de la prochaine biennale. Ils ont demandé de faire la biennale même de façon symbolique, parce que, disaient-ils, c'est important pour eux. Véritable plateforme de découverte, d'échange et de visibilité, les rencontres de Bamako contribuent au rayonnement culturel, artistique et politique de notre pays. L'Institut français, par son programme Afrique et Caraïbes en création, a accompagné les rencontres de Bamako depuis les prémices. La Biennale est au cœur de notre dispositif d'action en faveur de la création contemporaine africaine. Révélatrice d'images et de talents,
elle a vu éclore de nombreux projets que nous sommes attentifs à accompagner ensuite dans leur développement et sur les scènes internationales. Le rendez-vous 2015, avec son thème évocateur intitulé Telling Time, où raconter le temps appuie dans le processus de retour définitif de la paix au Mali. Le symbole d'un Mali qui reprend toute sa place dans le concert des nations, c'est aussi le symbole d'une normalité. Une normalité d'un Mali qui donne une image dynamique et positive, tournée vers le futur. Les rencontres de Bamako reprennent, la vie reprend. Journalistes de télévision peuvent revenir. Dites à vos rédactions qui à un moment craignaient un peu, ou dites à vos responsables qui à un moment avaient quelques doutes, qu'on peut venir à Bamako. Cet événement s'inscrit pour son édition 2015 dans la dynamique nationale de contribution à l'amélioration de l'image du Mali et à la construction de la paix. La thématique retenue pour cette édition, Telling Time, compter le temps, vise à utiliser la photographie comme un médium d'exploration de la notion de temporalité à travers la narration du passé, du présent et du futur. Elle s'adapte parfaitement aux bouleversements récents qu'ont connus le Mali et les régions avoisinantes. Le Premier ministre a, au nom du président de la République, félicité le retour de la Biennale, remercié et encouragé les organisateurs et tous les partenaires de cette manifestation culturelle majeure du continent. Ce fut un grand privilège pour moi, un insigne honneur que d'avoir été invité à participer à un tel événement à la place du président de la République qui aurait souhaité lui-même présider cette cérémonie. Nous venons d'assister à un événement de grande importance. Ce voyage à travers le temps. J'ai cru comprendre qu'on disait compter le temps. Il faut le raconter. Peut-être qu'il faut aussi le décompter. Vous savez, la photographie, je le disais, apaise l'homme. Le révèle ses forces et ses insuffisances. Au moment où il est presque prêt à maudire la vie, parce que la morsure est grande, la photographie lui révèle, mais pourtant, voilà des images saisissantes. Des images qui racontent l'histoire de l'homme, l'histoire des peuples. Donc ne perdez pas confiance, c'est un facteur générateur d'espoir. Le chef du gouvernement a bouclé la cérémonie par l'inauguration de l'exposition principale dans la salle polyvalente du Musée national Quartier général des rencontres de Bamako. Cette expo présente les travaux d'une quarantaine d'artistes contemporains originaires de plus de 14 pays sélectionnés suite à un appel à candidature. Voilà, cette biennale va durer jusqu'au 31 décembre prochain. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali a appris avec une profonde affliction le crash du vol charter russe survenu ce samedi 31 octobre en Égypte, occasionnant la mort de 224 personnes à bord. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement du Mali adresse ses condoléances les plus attristées au peuple et au gouvernement russe ainsi qu'aux familles durement éprouvées par cette tragédie et leur exprime sa profonde compassion. Demain, 1er novembre 2015, sera célébrée la journée africaine de la jeunesse. Depuis 2008, le Mali célèbre cette journée. Le thème retenu pour cette année est Année africaine des droits de l'homme vers l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons au plan national. Le thème retenu est rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, Mahaman Babi, nous livre son message. Il est au micro de Ina Bar. La Journée africaine de la jeunesse 2015 vise à promouvoir l'engagement et la participation des jeunes dans toutes les sphères du développement afin qu'ils soient autonomisés et puissent apporter leur pleine contribution à la société, au développement et à la paix, avec un accent mis sur les droits des jeunes femmes. Depuis son institutionnalisation au Mali en 2008, notre pays a régulièrement célébré cette journée sur toute l'étendue du territoire, jeunes du Mali et d'Afrique. Au plan national, le thème retenu est le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale.
Le 15 mai et le 20 juin 2015, notre pays a signé l'accord de paix et de réconciliation nationale issu des pourparlers d'Alger avec les différents groupes armés. À cet effet, il est opportun de déterminer les positionnements des différentes couches sociales, notamment la jeunesse, dans la mise en œuvre de cet accord. Cette jeunesse, qui représente plus de 60% de la population, constitue la principale force à même d'impulser le changement pour un Mali émergent. Elle a besoin d'être encadrée pour en faire le levain de la cohésion sociale, mais aussi et surtout le moteur pour la transformation sociale en vue de la consolidation de la paix. C'est pourquoi le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Mali, a décidé d'organiser la 6e édition sous le thème « Jeunesse et réconciliation nationale, rôle des jeunes dans la construction de la paix ». L'intégralité du message du ministre Babi, Mahaman Babi, après ce journal. Bamako, la capitale du Mali, va abriter à partir du 2 au 5 novembre prochain le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'agence du bassin du fleuve Niger. L'événement, qui sera présidé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, prépare la conférence de Paris sur le climat appelée COP21. Ce sommet s'inscrit dans le cadre de l'engagement des 9 États membres de l'ABN en faveur du plan d'investissement climat. À quoi sert l'agence et pourquoi ce sommet à Bamako? Des éléments de réponse avec Sirati Traoré. 9 pays, un bassin, une vision, voilà la philosophie régionale autour du fleuve Niger. En créant successivement en 1964 la commission du fleuve Niger et en 1980 l'autorité du bassin du Niger, les pères fondateurs de cet instrument fédérateur ne se sont pas trompés. Depuis des années, l'autorité s'attelle à la promotion de la coopération entre les États membres et au développement intégré du bassin du Niger dans tous les domaines, entre autres l'énergie, l'hydraulique et l'agriculture. Si vous voyez la cartographie maintenant des 9 pays, c'est quoi? Vous avez 5 pays qui sont situés sur le cours principal du fleuve Niger, notamment la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Vous avez 4 autres pays qui sont arrosés par des affluents ou sous-affluents du fleuve Niger. Il s'agit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Cameroun. De nos jours, les fortes pressions démographiques et l'impact des effets des changements climatiques dégradent fortement l'environnement et les activités socio-économiques dans le bassin. L'ensablement du fleuve Niger est une réalité. Le problème de navigation sur le fleuve Niger est aussi une réalité. Le problème d'électricité est encore une réalité. Il s'agit d'abord de la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et des écosystèmes, l'utilisation durable et équitable des ressources en eau par tous les usagers et le partage mutuel des bénéfices, sans parler de l'intégration régionale. 51 ans après la création de l'autorité, des résultats sont visibles sur le terrain. Aujourd'hui à l'ABN, nous avons à peu près 14 projets régionaux. Le PLCE intervient surtout dans le nord du Mali, notamment à Gao et à Tombouctou. Le projet a connu un succès à tel point que les gens vous disent le projet PLCE, le projet de lutte contre l'ensablement, ils ne connaissent même pas l'ABN. Ça a permis aux femmes de trouver des activités qui les permettent de financer, de rester d'abord sur place, de faire des activités de maraîchage. Ils font aussi beaucoup de la culture de bourgogne, tout ça. Et leur activité, ça a permis aussi de fixer les dunes. Ensuite, il y a le projet DREJ qui a en charge tout ce qui est barrage sur le fleuve Niger. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 barrages en construction. Le barrage de Fomi en Guinée, le barrage de Taoussa au Mali et le barrage de Kandaji au Niger. Il y a 2 autres barrages qui sont en phase de restructuration, qui sont au Nigeria, Djeba et Kenji. À Bamako, les chefs d'État et de gouvernement vont parler exclusivement du plan d'investissement climat. Ce plan est d'ailleurs une sélection d'actions
qui contribue au renforcement de la résilience des populations du bassin du fleuve Niger au changement climatique. C'est dire que le rendez-vous de Bamako marquera d'une pierre blanche la vie de l'autorité. Mieux, à Bamako, la voie des États de l'ABN sera balisée pour la conférence sur le climat prévue à Paris en décembre prochain. Siratigi, on va rester sur le même chapitre. L'Association pour la promotion des entreprises privées a organisé au Conseil national du patronat du Mali une conférence débat sur le thème les impacts des changements climatiques et l'habitat. À travers cette rencontre, l'Association pour la promotion des entreprises privées appuie à travers des propositions concrètes. Le Mali a reçu sa participation à cet important rendez-vous international sur le climat, on le rappelle, qui va se tenir à Paris. Abdrahman Meiga. Apporter sa contribution pour appuyer le Mali lors de la conférence internationale des partis sur le climat prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Voilà l'objectif visé par l'Association pour la promotion des entreprises privées à travers cette conférence de débat. Conférence qui a pour thème l'impact des changements climatiques sur l'habitat. Il s'agit par ce choix d'offrir aux acteurs du secteur privé malien un cadre d'échange avec pour objectif de trouver des alternatives aux effets des changements climatiques sur notre cadre de vie. L'habitat fait partie intégrante des moyens de subsistance. Sans habitat urbain et rural efficace, l'humanité ne pourra pas prospérer ni même survivre. Même si nos États ne sont pas des véritables pollueurs, nul doute qu'ils subissent de plein fouet les conséquences de la pollution sur l'environnement. Cette situation inquiétante frappe presque tous les secteurs d'activité, parmi lesquels l'habitat. C'est fort de cette assertion qu'il est important, sinon nécessaire, que nos pays développent de nouvelles stratégies pour s'adapter et prévenir les effets de ces changements. Je salue au nom du gouvernement cette belle initiative qui prouve que notre secteur privé est conscient des enjeux majeurs, des dangers du changement climatique et il est prêt à accompagner le gouvernement dans la recherche de solutions efficaces de lutte contre ces impacts. Cette rencontre qui se tient à un mois de la conférence de Paris permettra aux participants de changer leur point de vue sur le sujet tout en formulant des propositions concrètes. Ces recommandations serviront au dire de la présidente de l'Association pour la promotion des entreprises privées à enrichir la contribution du Mali pour la réussite de la conférence des partis sur les changements climatiques. Le président du Haut Conseil des collectivités informe les invités, les honorables conseillers nationaux, les cadres de l'institution, la presse publique et privée que la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2015 aura lieu le lundi 2 novembre à partir de 16h au siège de l'institution. Mise en place terminée 15h30. La commission Vérité, Justice et Réconciliation poursuit ses activités. Elle a rencontré les acteurs de la société civile. Objectif, leur présenter les nouveaux commissaires nommés et expliquer en même temps les grandes lignes de la commission. La rencontre a été aussi l'occasion de recueillir les impressions, suggestions dans le but de faciliter les conditions de travail des membres de la dite commission. Fademba Keita. Le guide de déposition et le manuel de procédure sont deux projets de documents de base indispensables à l'atteinte des objectifs de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Leur élaboration ou conception nécessite qu'il soit préalablement recueilli les points de vue critiques et recommandations de toutes les composantes de la société. Ces échanges avec les acteurs de la société civile s'inscrivent dans ce cadre. Ils permettront sans nul doute aux 15 membres de la commission nommés pour leur intégrité et leur attachement sincère aux valeurs d'équité, de justice et de paix de mener à bien leur mission. Avant de mettre en place nos manuels, nos plans de travail, on venait recueillir leurs idées, leurs propositions. Nous mettrons en place un cadre de travail avec la société civile pour que nous revenions vers eux à différentes étapes pour leur restituer là où nous sommes rendus, les difficultés rencontrées, ce que nous avons pu réaliser. Voilà, c'est l'objet, de présenter nos objectifs et notre cheminement là où on veut aller.
Le rôle des femmes et des enfants, la restitution périodique des activités de la Commission sont autant de préoccupations soulignées par les invités. Et ils pensent que quand même, avant de faire leur planification stratégique, faire un plan d'action, il faut qu'ils écoutent la société civile. Ils savent que la société civile a déjà travaillé et comme ça, ils vont prendre en compte nos préoccupations. Mise en place pour un mandat de 3 ans, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, est chargée de mener des enquêtes et d'établir la vérité sur les cas de violations graves des droits de l'homme perpétrés à l'égard des femmes et des enfants. Elle a également pour mission de favoriser le dialogue intra- et intercommunautaire et d'assurer la coexistence pacifique entre les populations. En début de semaine, elle échangera avec les partis politiques. Le collectif des partis de l'opposition démocratique républicaine réagit au communiqué du gouvernement relatif à l'opposition. Il l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse. Ses responsables ont aussi échangé avec les journalistes sur le rôle de l'opposition dans la défense des libertés d'expression et d'opinion dans un système démocratique. Nouroum Sissoko a suivi pour nous. Les partis membres de l'opposition démocratique et républicaine expriment leur frustration suite au communiqué du gouvernement à eux adressé, qui constitue selon lui une remise en cause des libertés publiques. Il convient de rappeler que dans le préambule de la Constitution du 25 février 1992, je cite, « Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur, pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie pluraliste, affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis de la révolution démocratique du 26 mars 1991. Fin de citation. Pour le chef de file de l'opposition, sans un véritable contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Au terme de l'article 12 de la loi 007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition au Mali, je cite, l'opposition politique a le devoir de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l'idéal démocratique et du progrès. Fin de citation. Le collectif des partis de l'opposition démocratique et républicaine réitère son engagement à poursuivre son combat pour l'amélioration de la gouvernance au Mali. L'opposition réaffirme sa détermination, toute sa détermination, à combattre les prédateurs et à défendre les libertés, toutes les libertés des Maliens, au nom desquelles la liberté d'expression et d'opinion, acquise de haute lutte dans notre pays, au prix de centaines de morts. Cette conférence de presse a enregistré la participation des leaders, militants et sympathisants des 12 partis politiques membres de l'opposition. Autre parti politique, l'Union pour la démocratie et le développement UDD en conférence régionale dans le district de Bamako et au Mandé. Les assises de Bamako et de Ouenzimbougou pour la région de Koulikoro visent à renouveler les instances régionales du parti pour plus de dynamisme. L'ouverture des 2 conférences régionales a été présidée par Tchema Hubert Koulibaly, président du parti. Reportage signé Batraoré. 2 conférences régionales le même week-end. L'Union pour la démocratie et le développement engage ainsi la vitesse supérieure pour la redynamisation. Les assises de Bamako et de Ouenzimbougou au Mandé pour la région de Koulikoro ont en commun un même ordre du jour. Il s'agit de mettre en place des instances dirigeantes pour mieux exécuter les programmes d'activité du parti. C'est un événement important parce que c'est la première conférence régionale que nous tenons. Elle se tient à un moment important où nous sommes à la tâche pour redresser le pays sur certains des aspects de notre vie nationale complètement reconstruire. Donc ça nécessite aussi une adaptation de nos forces politiques pour que notre manière de travailler soit conforme aux nécessités politiques nouvelles et aux exigences que nous impose la marche de l'histoire. Nous avons une jeunesse à mobiliser, à former sur le plan politique afin qu'elle ne se trompe pas. Nous avons des appareils politiques à remettre en état pour qu'elles puissent faire face aux nécessités des combats politiques qui sont à venir, pas simplement des combats entre partis, mais des combats politiques pour faire gagner notre pays. Avec ses 24 années d'existence, le parti de la Colombe est aujourd'hui l'un des plus anciens du paysage politique malien. D'où son option pour la défense des intérêts de la République au-delà des considérations politiques. Sur ce point, le président du parti est formel et demande aux militants et concitoyens plus de vigilance. J'ai donné des informations aux camarades.
pour éviter que les rumeurs et souvent les informations fausses qui sont distillées ici et là ne viennent à les amener à douter de la tâche à laquelle ils sont invités, c'est-à-dire participer à un gouvernement pour le redressement du pays. Je leur ai expliqué que le président de la République et le gouvernement sont tournés vers une seule tâche, c'est celle de la défense de nos intérêts et celle de l'ouverture d'une ère de développement. De grands chantiers nous attendent. Il ne faut pas que nous soyons distraits sur des polémiques vaines et souvent des initiatives dont l'unique objectif est de nous détourner de la tâche. Les conférences régionales du district de Bamako et de Kouloukouro ouvrent une série d'assises de renouvellement des bureaux au sein de l'UDD. Activités qui, selon la direction des partis, devront s'étendre à l'ensemble du pays. Mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion, 8 projets des personnes handicapées ont été financés l'année dernière par le ministère en charge de la solidarité. Le montant de ces projets varie entre 500 000 et 3 millions de nos francs. Parmi ces projets figure le petit commerce de Sibi, Mariam Traoré. Ce don a permis à Mariam Traoré de diversifier ses produits et de subvenir aux besoins de sa famille. Cette vendeuse de vax, de basins teintés et d'encens est domiciliée à Bankoni, Sourakabougou, c'est en commune 1 du district de Bamako. Et Mariam Traoré veut devenir grossiste en vente de friperies dans son quartier. Mais elle doit d'abord faire face au manque de moyens financiers. Ramata Konaté, Fali Sidibé sont allés à la rencontre de Mariam Traoré. Suivons le dossier. Sibi Mariam Traoré profite de son handicap. Elle saisit la chance que lui offre le ministère en charge de la solidarité. 500 000 francs CFA pour permettre à Mariam de développer son petit commerce. Ces nouvelles commandes de draps sont prêtes conformément à la demande de sa clientèle ici à Bankoni, Sourakabougou. Outre les draps, Mariam vend à domicile les wax, les basins teintés et l'encens. Les draps là, je paye ça, le bal ça fait 180 000. Les 4 places, je les vends à 5 000. Les 3 places à 4 000 francs. Il y a des draps aussi que je donne à des tailleurs qui les brodent. Bon, quand il est brodé, le complet, je vends ça à 22 500 francs. Mariam a pu diversifier ses produits grâce à l'aide des autorités. Elle arrive à subvenir maintenant aux besoins de sa famille. C'est moi qui paye la cotisation de mes enfants. J'ai une bonne que je paye. Il n'y a pas d'eau ici, on achète. J'étais tombée malade aussi. Les radios et les journaux, c'est moi qui les paye. Le handicap de Mariam n'est pas inné. Elle l'a acquis à bas âge suite à une vaccination contre la rougeole. Le soir, elle se prépare pour écouler ses produits avec l'un de ses enfants. Le commerce de Mariam est très apprécié par les membres de sa famille. Le dévouement et le courage de Mariam en sont beaucoup dans la prospérité de son commerce. Elle utilise souvent la stratégie porte à porte et exploite aussi les lieux de regroupement informels. Mariam est arrivée à imposer ses marchandises au groupe grâce à un mode de paiement partiel avant livraison, ce qui lui vaut l'octroi des commandes d'uniformes des 150 femmes de ce regroupement. La presque sexagénaire se retrouve dans ses comptes puisqu'elle a son certificat d'aptitude professionnelle CAP en comptabilité, un diplôme qu'elle a obtenu il y a 25 ans.
Nous achetons tous nos tissus avec Mariam. Lors des mariages et des fêtes, nous achetons nos uniformes avec elle et nous payons d'avance la moitié pour régler l'autre moitié plus tard. Nous n'avons aucun problème avec elle. Pour Sibi Mariam Traoré, cette cotisation hebdomadaire est une épargne qui lui permet de renouveler ses stocks de marchandises. Les difficultés que je rencontre, c'est par rapport à l'environnement. Le déplacement m'est un peu difficile. J'ai mon kiosque en bas. Si j'ai pu avoir de l'aide pour l'agrandir, pour que je puisse m'asseoir là-bas. C'est ici qu'elle a commencé son activité commerciale il y a 10 ans. Pour chercher du financement, Mariam se rend à la Direction nationale du développement social. Cette structure reçoit le rapport des 8 projets financés l'année dernière par le département de tutelle dans le cadre du mois de la solidarité. Le montant de ces projets varie entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Je pense que celui de Mariam est un projet pilote pour nous. Ce que cette dame a pu faire avec le peu de ressources qui ont été mises à sa disposition. Et c'est ce genre de personnes qu'il nous faut, qui peuvent démontrer que le handicap ne doit pas être entre guillemets un handicap. Et je pense que ce projet, il fera partie des projets que nous allons continuer vraiment à appuyer et à renforcer pour son développement. Je vends aussi des friperies. Si j'ai eu du financement, je vais être même grossiste dans notre quartier, puisqu'il n'y a pas de grossiste là-bas. Ici, à Bankoni-Sourakabougou, Mariam est l'une des femmes qui se distingue par son courage. La ménagère ne manque pas d'initiatives pour gagner de l'argent. La location des tasses en plastique et de la barrique d'eau en est une. Mariée il y a presque 20 ans à un dépanneur de télé et de radio, Mariam peut servir d'exemple pour dire vouloir, c'est pouvoir. Oui, Ramata Konaté, une bonne preuve de courage. En 4e région, les activités du mois de la solidarité ont pris fin à Ségou. L'événement a enregistré la présence du ministre de l'équipement, du transport et du désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, parrain du mois de la solidarité. Et la présence aussi de son homologue chargé de l'investissement et du secteur privé, Mamadou Gaussou Diarra. Au cours du mois, plus de 50 millions de contributions ont été enregistrées. On fait le point avec Kandesila. Remise des diplômes de reconnaissance aux parrains de cette 20e édition, le ministre Mamadou Hachim Koumaré, parrain du mois, celui de la 4e semaine, Mamadou Gaussou Diarra et Draman Dambélé, ce mois de la solidarité qui s'achève aura tenu toutes ses promesses. Cela à travers des contributions de diverses natures. Plus de 50 millions ont été mobilisés par les parrains et plusieurs autres donateurs. Permettez-moi de vous rappeler que les actions de solidarité ne se ferment jamais. Elles se poursuivront durant les 365 jours de l'année. Selon le directeur régional du développement social, les activités réalisées au cours de ce mois vont de la remise des billets d'avion aux grands malades à la réalisation des forages, en passant par la mise à la disposition de 3 millions de francs CFA pour la couverture des frais scolaires des enfants indigents, entre autres. Sur place, d'autres donations ont été effectuées à l'adresse des groupes cibles composés de vivres et de non-vivres. Pour les parrains du mois, la solidarité est une vertu qui constitue le fondement de notre société. C'est dans ce même pays et dans nos cultures qu'on nous enseigne que lorsque vous avez qu'un seul grain d'arachide, il faut le fendre en deux pour le partager avec son prochain. Nous avons fait ensemble des actes concrets, modestes si faut-il, mais elles ont été motivées et visé les lieux de Moyen-Nanti et sur l'ensemble de la région de Ségou. Ces actions seront pérennisées autant que nous le pouvons. En cela, vous pouvez compter sur moi pour toujours. Il appartient à chacun alors
de perpétuer cette vertu à travers les actes qu'on pose tous les jours. Il faut une structure capable de collecter les difficultés et proposer des solutions pour la bonne marche du nouvel acte uniforme de l'OHADA. C'est la principale conclusion de l'atelier que l'OHADA vient de tenir ici à Bamako. Compte rendu, Mahamadou Mamourou Sidibé. Cet atelier dit expérimental a été apprécié par les initiateurs, apprécié pour le niveau de participation et du débat. Parmi les enseignements tirés de cette rencontre, les participants retiennent que si la connaissance et la maîtrise des textes sont nécessaires, la mise en place des structures capables de collecter des difficultés et proposer des solutions est encore meilleure. L'intérêt de la participation des professionnels à ce niveau, c'est d'une part de concevoir la loi, d'autre part de la bâtir et enfin de la corriger s'il y a lieu. C'est ce message que je renvoie et à l'intention des opérateurs économiques, leur dire simplement que la loi sur le traitement des difficultés des entreprises n'est pas une loi qui est coercitive a priori. La situation de difficulté de l'entreprise est plus facile à maîtriser en amont que lorsque cette situation se complique en aval. La capitalisation des connaissances acquises par les professionnels de droit, les acteurs du secteur privé et les banquiers avec des formateurs bien imprégnés ne pouvaient se passer sans proposition ou recommandation. Parmi les pistes de réflexion, on peut citer par exemple la circulation des actes publics, la reconnaissance des décisions de justice, la mise en place des commissions nationales et de l'internalisation des dispositions qui se trouvent réellement dans ce acte-là, que le Mali doit réellement consacrer. Bamako est désormais mémorisé comme étant le point de départ de la mise en œuvre du nouvel acte uniforme de l'OHADA. Un acte qui sera suivi dans son application en vue de corriger au plus tôt les insuffisances constatées. Tenue de la 4e session ordinaire du Comité technique national sur les mesures d'accompagnement et des paquets nutritionnels préventifs du programme Filets sociaux Djigui Semeyiri. Au menu des échanges, plusieurs points. À l'ordre du jour, le projet Djigui Semeyiri est une initiative du gouvernement malien financée par l'Association internationale de développement. C'était à Caille. On fait le point avec Mahamadi Alioubari. Au cours de cette 4e session ordinaire du Comité technique national sur les mesures d'accompagnement et des paquets nutritionnels préventifs du programme Djigui Semeyiri, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, qui sont entre autres valider la planification et les préparatifs des activités du 2e et du 3e trimestre 2015, faire le point des missions de supervision de Koulikoro et Kaye, d'assurer le renforcement des capacités des membres sur certaines thématiques liées à l'alimentation des enfants. Vous savez que le programme Djigui Semeyiri, il a deux sous-composantes essentielles. La première sous-composante, ce sont des transferts monétaires que nous faisons aux ménages les plus pauvres. Mais ce transfert monétaire s'accompagne toujours de mesures d'éducation, de sensibilisation, d'information et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques en matière de santé, d'hygiène, d'éducation et de sauvegarde de la vie familiale. Il est lancé le 16 avril 2014 sous la présidence de M. le gouverneur de région de Caille. Il couvre les 35 communes les plus pauvres des cercles de Nyoro du Sahel, Kita et Djema, comptant 8871 ménages pauvres. Chacun de ces ménages recevra pendant 3 ans la somme de 30 000 francs par trimestre. La stratégie de mise en œuvre prévoit l'implication de plusieurs acteurs et différentes instances de coordination et à différents niveaux. Cette session qui dure 2 jours est sans nul doute un cadre idéal pour l'évaluation des premières activités de mesures d'accompagnement du projet. À Gao, le Conseil danois pour les réfugiés vient de remettre divers matériels d'une valeur de 530 millions de nos francs à 360 bénéficiaires. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'appui en projet de récapitalisation et de reconstruction pour le relèvement économique des populations affectées par la crise dans la région de Gao et de Tombouctou. Drissa Kone. Sur près de 700 dossiers présentés, 360 ont répondu aux critères pour la donation de ces matériels. Ces heureux bénéficiaires viennent de recevoir symboliquement les kits des mains des donateurs et des autorités régionales. Enfin, 360 bénéficiaires de Gao vont recevoir des kits globaux d'une valeur de plus de 520 millions de nos francs CFA. Ce lot de matériel
est composée de divers matériaux, des intrants pour bétail, du bétail, des aliments bétail, de l'alimentation, des pièces automobiles, de la menuiserie, des fournitures et bureautiques et matériel informatique, des machines et appareils, de la quincaillerie. Ces kits vont permettre aux groupements, aux associations, aux GIE, aux coopératives et entreprises de relancer leur activité. Très content de cette belle initiative de DRC qui va certainement nous permettre de quitter cette situation de pauvreté. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'appui à un projet de récapitalisation et de reconstruction pour le relèvement économique des populations affectées par les crises dans la région de Gao et Tombouctou. Ce projet qui prend corps à Gao est financé à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Le Conseil danois des réfugiés s'est inscrit parmi les bailleurs de la relance économique de la région à travers les appuis au groupement, entreprises, coopératives affectées par la crise. Le Conseil danois pour les réfugiés contribue ainsi aux efforts d'amélioration des conditions de vie des populations affectées par la crise. Cette matinée de samedi a été marquée ici à Bamako par la journée de la pratique sportive. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut le boulevard de l'Indépendance, ce avec en tête le ministre des Sports et celui de la Santé et de l'Hygiène publique. Un événement marqué par une course de tricycle, course suivie par Isaac Tchenou. L'activité physique est utile et offre plus qu'une simple perte de kilos et devrait être aussi naturelle. La pratique sportive est aussi une assurance santé au dire des spécialistes. Prévention primaire, ça c'est pour éviter certaines maladies. Prévention secondaire, c'est nous aider à soigner une maladie et devant l'existence d'une première maladie, éviter l'apparition d'une seconde maladie. Donc voilà un peu à quoi l'activité physique nous permet d'avoir. Voilà pourquoi le département en charge du sport et celui de la santé et de l'hygiène publique se donnent la main pour la culture de la pratique du sport au Mali. L'événement de ce samedi, deuxième du genre, en est une illustration. En pratiquant le sport, on diminue beaucoup de facteurs de risque de maladies, notamment l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies comme le diabète, les maladies telles que les douleurs au niveau des genoux, du dos, parce qu'on est trop gros. Donc vous voyez qu'il y a une corrélation étroite entre le sport et la santé. Et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui de constater la mobilisation qui est là. Et ceci grâce à une bonne collaboration qui existe entre le ministère du Sport et celui de la santé et de l'hygiène publique. Que mieux vaut prévenir que guérir. Notre démarche a une valeur pédagogique. Elle consiste à inciter les Maliens à pratiquer le sport. Parce que tout simplement, en pratiquant le sport, ça diminue considérablement les dépenses de santé. Donc, une première édition, une deuxième édition, et s'il plaît à Dieu, avec le département de la santé, nous allons encore mieux nous organiser. Cet événement de la promotion du sport a été marqué par une compétition de tricycle. Tout un symbole en ce mois de la solidarité et lutte contre l'exclusion. Les différents vainqueurs de cette compétition ont été primés. On le rappelle, l'événement du jour, c'est le lancement des travaux de la nouvelle route Bamako-Koulikoro et du pont de Cayo. Vous avez pu suivre dans ce journal l'interview du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a présidé la cérémonie, et nos envoyés spéciaux reviendront demain sur cet événement dans un reportage complet. Le samedi 24 octobre dernier, l'association Philanthropie organisait la nuit de la philanthropie. Vous pourrez suivre ce soir sur cette même antenne ce dîner de gala de bienfaisance qui a vu plusieurs entreprises recevoir des trophées pour avoir pleinement exercé la responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Amara Malé pour
pour les informations. Excellente nuit à tous. Au revoir.